Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la multiplication des stations-service à proximité des habitations suscite la peur dans la capitale économique du Cameroun en raison des risques élevés d'incendie et d'insécurité sanitaire. Malgré ces dangers, de tels investissements controversés se poursuivent au grand désarroi des populations et sous le regard silencieux des pouvoirs publics. La Cour pénale internationale prend une douche froide avec l'annonce du retrait de la signature russe sur le traité établissant la CPI. Son manque d'indépendance a été une fois de plus critiqué. Quel est l'écho de cet acte russe sur le continent africain? Comment expliquer que les gendarmes du monde méprisent autant la justice internationale? Analyse et décryptage à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les dangers que représentent la promotion, la vente et la consommation du tabac en milieu scolaire. Plusieurs organisations soupçonnent l'industrie du tabac de cibler désormais les jeunes élèves dans leur campagne et leur stratégie commerciale. Et ils sont nombreux du côté de Yaoundé, des élèves qui ont été appréhendés en train de fumer une cigarette. Reportage Élisée Bogba, Marcelin Gansop. Dans un abri de fortune, joustant la clôture du lycée de Tchinga, des élèves en tenue s'adonnent à la consommation de la cigarette. L'image est saisissante et dévoile aux yeux de tous que le tabagisme a pignon sur rue en milieu scolaire. Le combat se déplace vers les établissements scolaires parce que les enfants, les écoliers, les élèves sont devenus la cible de l'industrie du tabac. La cible parce que l'industrie sait que les adultes ont une conscience des effets du tabagisme plus que les enfants. Et donc, aller vers les enfants serait vraiment utile pour les recruter pour devenir de nouveaux fumeurs demain. Et les enfants sont facilement exposés à la vente, à la publicité du tabac et sont tentés de fumer. C'est justement au sein du lycée de Tchinga, qui n'est pas un cas isolé dans la capitale, que la coalition camerounaise contre le tabac a décidé de percer l'abcès. La consommation du tabac est dangereuse pour les élèves, dont l'avenir risque d'être compromis. Il est démontré que le tabac cause plusieurs maladies et est la cause de plusieurs cancers. Alors d'abord déjà des effets sur le cerveau. Donc vous comprenez qu'un enfant qui fume est exposé et ne peut plus bien étudier. Ça c'est la première chose. Mais l'enfant est exposé à une délinquance. Nous ne voulons pas pour notre pays, nous ne voulons pas former des délinquants de demain. C'est pourquoi nous invitons les directeurs d'école, les maîtres, les enseignants et nous tous, les parents. Personne ne veut voir son neveu, sa nièce, son cousin devenu fumeur demain. Je veux dire devenir un délinquant. En ciblant les élèves, la coalition camerounaise contre le tabac voudrait attirer l'attention des pouvoirs publics qui ne font pas assez pour éloigner le fer de lance de la nation de la mauvaise compagnie des produits tabacoles. Que l'État fasse un peu plus d'efforts en garantissant davantage un environnement sain, en prenant des lois, en prenant des décrets, des arrêtés pour permettre véritablement que ces enfants soient dans un milieu sain autour de leurs écoles, au-delà de l'école, que les enfants ne soient pas exposés à la commercialisation et à la vente du tabac n'importe où au Cameroun. Le combat que mène la coalition camerounaise contre le tabac est d'arriver à l'interdiction de la vente de ce produit dangereux autour des établissements scolaires. Un discours qui a du mal à passer au regard de la réalité des faits. Le projet qui crée la controverse, c'est l'annonce d'un projet de construction d'une station-service dans le premier arrondissement de Douala. Des populations déplorent des risques élevés d'incendie et d'insécurité sanitaire en raison de la proximité d'un tel projet avec leur maison d'habitation. Cependant, dans la capitale économique du Cameroun, plusieurs stations-service fleurissent à côté des maisons, des hôpitaux et des écoles sans que cela n'inquiète les autorités et les pouvoirs publics, malgré la colère silencieuse des autorités et des populations de la ville de Douala. Reportage Farel Bounia et Donald Brice, Kamgan. Nous sommes ici à Bonéwonda, Aquanor, une contrée située dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Si rien ne change, une entreprise nationale de distribution de produits pétroliers
devrait implanter une station-service sur le site de cette habitation peinte en blanc. Un cabinet d'études a été commis par l'opérateur du projet pour évaluer l'impact environnemental dans la zone. Les populations riveraines qui sont tout autour ne sont pas, la distance entre cette implantation ne respecte pas les dimensions réglementaires. C'est-à-dire, on a voulu vous dire tout à l'heure que la distance est 3 mètres. Mais imaginez-vous, 3 mètres c'est de là à là. 3 mètres pour une station-service et une maison d'habitation, ce n'est pas possible. Mais les populations voisines au projet en gestation estiment qu'il y a matière à redire. Il y a des règles qui sont requises pour pouvoir le faire. La distance entre la station et la première résidence, la station et les autres résidences. Parce que ce n'est pas de l'eau qui sera servie à cet endroit, ce sera du carburant. Et quand c'est du carburant, on ne voudrait pas revivre, n'est-ce pas, en Samé-Foulan, à Aquanor. En prélude à l'étude d'impact environnemental, le sous-préfet de Douala Ier s'est fait représenter lors d'une réunion de consultation publique avec les populations tenue mardi dernier. Les autorités administratives jouent la carte du satisfait au terme de ces assises. Je peux dire ici qu'à l'issue de cette enquête, nous rentrons satisfaits de ce que la société Bocom, constructrice de la station ici à Aquanor, a pris des engagements devant la population de respecter non seulement ses limites, mais également respecter toute la réglementation en vigueur en matière de construction de ce genre de structure. Ce projet controversé à Aquanor relance le débat autour de l'insécurité ou de la sécurité dans le voisinage des établissements de distribution des produits pétroliers au Cameroun. Les stations-service figurent en effet en bonne place sur la liste des établissements dits classés au Cameroun. Il s'agit en effet des structures dont les activités sont potentiellement dangereuses pour les populations, les lieux publics et d'autres biens. En matière de création de stations-service, 3 administrations entrent en jeu au Cameroun. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable pour les études d'impact environnemental, le ministère de l'Eau et de l'Énergie pour l'autorisation d'implantation et le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pour ce qui est de l'exploitation. Mais la prolifération des stations-service dans les grandes métropoles inquiète de plus en plus les populations. L'on estime à plus de 1000 le nombre d'établissements de ce type au Cameroun aujourd'hui. Dans le fond, c'est la proximité de plus en plus visible entre ces espaces et les habitations, les espaces publics ou les entreprises qui inquiètent. Sur ces images, une station-service est curieusement adossée à l'hôpital du district de Deido dans l'arrondissement de Douala Ier. Ceci en violation de l'arrêté du 12 janvier 2001 sur les modalités de détermination des périmètres de sécurité autour des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés. Ce texte fixe entre 30 et 500 mètres la distance légale qui devrait séparer une station-service et les espaces publics. Puisqu'on ne sait jamais, il peut arriver un incident, un incendie, et personne ne peut bouger. Par exemple, comme à l'hôpital, quand on regarde ici, on voit que l'hôpital est collé directement derrière la station. Il y a des malades qui ne peuvent pas bouger. Et on a vu des stations prendre feu. Il y a des risques d'incendie, puisque les stations sont collées soit à des maisons, à des entreprises, un peu de tout. Bon, c'est pas aussi bien, mais je me dis quand même que quand on ouvre une station-service, on tient compte de tout cela. Les populations évoquent également des risques en termes de chaleur, d'eau souillée et d'intoxication entre autres. Des inquiétudes et d'autres non fondées, Madame le délégué régional. Je ne saurais dire que les inquiétudes ne sont pas fondées puisqu'il n'y a pas de risque zéro. Mais ce que je peux dire, c'est que les études d'impact environnemental préalables à l'autorisation d'implantation d'une station prend en compte les inquiétudes, prend en compte les avis des populations. Il s'agit concrètement de recueillir les doléances des populations, de leur montrer quels sont les impacts positifs et négatifs de l'implantation de la station-service et trouver des mesures dites de compensation. Au ministère des Mines, en charge du contrôle de l'exploitation, les responsables disent disposer des équipes d'inspection qui veillent au grain. Nous disons ceci, les réservoirs d'essence sont souterrains.
Il y a des évents qui sont protégés par des dispositifs par flamme. Pour les eaux usées, je crois qu'il y a des dispositions qui sont mises en place. Dans une station-service, s'il n'y a pas de décanteur, nous n'allons pas donner l'autorisation pour son exploitation. Au Cameroun, il n'est pas également rare de rencontrer deux stations-service qui se côtoient, comme c'est le cas ici au lieu-dit Mobile Bonakwamang à Douala. Une situation que les autorités expliquent par l'ancien cadre réglementaire du secteur, révisé et durci depuis 1998. Dans le reste de l'actualité, des employés de la société Le Bus ont été relaxés après quelques heures passées en détention à Yaoundé au lendemain de leur grogne qui a paralysé la capitale. Ils n'ont pas toujours perçu leurs droits sociaux. Cependant, les grévistes croisent les doigts dans l'attente d'une réaction positive du gouvernement. Reportage, Marcelin Gansop. Interpellé mercredi et conduit Manu Militari au secrétariat d'État à la Défense, les ex-employés de la société de bus, parmi lesquels des malades, ont été relaxés le même mercredi, non sans avoir reçu un cinglant rappel à l'ordre suite au blocage de la route au niveau de Bata-Lonkak. Un acte jugé inacceptable par les responsables des forces de l'ordre. Jouissant désormais de leur liberté, ces ex-employés ont l'oreille tendue vers la présidence de la République. C'est de là-bas qu'est venue l'instruction qu'ils soient payés. Et selon des sources dignes de foi, le président de la République aurait à nouveau réitéré au gouvernement, via le ministère des Finances, de donner une suite favorable à leurs revendications. En attendant de voir le bout du tunnel, ces employés n'ont plus accès au siège de la société Le Bus. Des gendarmes ont été postés sur le site et filtrent désormais les entrées. Les autorités publiques ont encore en mémoire le blocage de la circulation et ne souhaitent plus qu'un tel acte se reproduise, d'où le déploiement des gendarmes sur le site. Rappelons que les ex-employés de la société Le Bus revendiquent le paiement de 19 mois d'arriérés de salaire ainsi que la liquidation de leurs droits sociaux. Cette énième grogne survient alors que la faillite de cette société est désormais consommée. Le gouvernement a récemment annoncé la venue des nouveaux opérateurs dans le vaste mais délicat champ du transport urbain de masse dans la ville de Yaoundé. Le siège de Lonkak a d'ailleurs commencé à faire sa toilette dans cette perspective, ce qui a davantage courroucé les ex-employés de la défunte société Le Bus, bien déterminés à rentrer dans leurs droits avant l'entrée en scène de la nouvelle société. Cette nouvelle société de transport urbain devait également fournir des bus pour le transport durant la Cannes féminine 2016, mais l'on note que c'est plusieurs autres bus venant des compagnies et agences de voyage locales qui ont été critiqués et qui ont suscité la controverse dans la capitale Yaoundé. Qu'en est-il réellement? D'où venaient ces bus aussi controversés en matière de qualité assez approximative? C'est une enquête menée par Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Au commencement étaient des bus, tous estampillés aux couleurs des pays qui vont prendre part à la Cannes féminine qu'organise notre pays. Ce sont ces bus qui devaient transporter les équipes de football féminin. Mais l'état physique de certains de ces gros porteurs a suscité une vague de critiques au sein de l'opinion nationale. Des critiques qui mettaient en avant l'image de marque du Cameroun, qui a ainsi été écorchée à la face du monde. Les responsables du comité local d'organisation de la Cannes ont voulu faire croire à l'opinion que ces bus ont été fournis par une certaine agence nommée Stécie et qu'elle était en partenariat avec la communauté urbaine de Yaoundé. Mais au terme de notre petite enquête menée à Douala, il nous a été donné de constater que ces bus ont été loués par le gouvernement dans une agence de voyage située non loin du cinéma Rouvouri, au quartier Aqua. Notre interlocuteur, qui nous a d'ailleurs reçus au portail, nous indique au micro que tous les bus de cette agence ont été loués pour la Cannes et par conséquent, l'agence a cessé ses activités et ne reprendra service qu'en début décembre. Une date qui coïncide étrangement avec la fin de la Cannes féminine 2016. Il faut toutefois reconnaître que les critiques ont porté leurs fruits, puisque de nouveaux bus neufs ont été affrétés pour le transport des délégations. C'est du moins le cas du Ghana,
et des Super Falcons du Nigeria qui ont été transportés par l'agence nationale, tandis que les Égyptiennes qui affrontent les Lions indomptables en match d'ouverture le 19 novembre prochain au stade Amadou Ahidjo sont transportées par Touristique. Dans ce chapitre consacré à la CAN féminine de football, l'on note qu'elle va se disputer durant 2 semaines au moins et 2 groupes A et B sont logés du côté de Yaoundé, mais aussi à Limbé. Nous vous proposons de suivre ce reportage de Sylvestre Zangaou qui présente les différentes équipes en compétition dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Reportage. Traitement contre le VIH-Sida s'enrichit d'un nouveau médicament, mieux d'une nouvelle initiative. Le dolutegravir a été officiellement lancé à Yaoundé. C'est un traitement qui... Samedi 19 novembre 2016, le Cameroun et l'Égypte ouvrent le bal. Dès 15h30 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe vont leur emboîter le pas. Le coup d'envoi du match sera donné à 18h30 dans la cuvette de Mfandina. La poule B va prendre le relais à Limbé le 20 novembre. Le Nigeria, tenant du titre, joue contre le Mali à 16h, suivi du match entre le Ghana et le Kenya à 19h. Le 21 novembre, les équipes seront laissées au repos. La deuxième journée de la CAN est prévue le 22 novembre. Les Lions indomptables seront cette fois face au Banyana Banyana d'Afrique du Sud à 16h. À 19h, ce sera l'explication entre les Zimbabwéennes et les Égyptiennes. Les équipes du groupe B vont redescendre sur la pelouse du stade Omnisport de Limbé le 23 novembre, notamment avec le choc entre le Nigeria et le Ghana à 16h. Le Kenya et le Mali jouent à 19h. Deuxième journée de repos le 24 novembre. Le temps pour l'Égypte et l'Afrique du Sud de quitter la ville de Yaoundé pour celle de Limbé et le Mali et le Ghana de faire le voyage dans le sens inverse. Le 25 novembre donc, à 16h, le Cameroun affronte le Zimbabwe au stade Omnisport Amadou Ahidjo. À la même heure, à Limbé, vont jouer l'Égypte et l'Afrique du Sud. Les matchs de la troisième et dernière journée dans le groupe B vont se disputer le 26 novembre à Yaoundé à 19h, Mali-Ghana et à la même heure à Limbé, Kenya-Nigeria. Après cette dernière journée de phase de groupe, 4 équipes vont quitter la compétition et les 4 autres vont jouer les demi-finales le 29 novembre. Le premier du groupe A sera face au deuxième du groupe B et le premier du groupe B sera face au deuxième du groupe A. Avant la finale le 3 décembre 2016 à partir de 15h30 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé va se disputer la petite finale le 2 décembre 2016. Alors que des chercheurs scientifiques n'ont pas encore trouvé le vaccin contre le sida, des méthodes de prévention ou d'atténuation se multiplient à travers le monde. Une nouvelle méthode a été mise sur pied et présentée du côté de Yaoundé. Des précisions dans ce reportage de Aïk Cyril. Le traitement contre le VIH-Sida s'enrichit d'un nouveau médicament, mieux d'une nouvelle initiative. Le dolutegravir a été officiellement lancé à Yaoundé. C'est un traitement qui est à la fois mieux toléré, mais qui aussi présente l'avantage de limiter les risques de résistance du virus. Parce que c'est un risque qui n'est pas aujourd'hui très important, mais on sait, si on se projette à 5-10 ans, c'est un risque important. On sait que ce médicament, il est très bien supporté par les patients et aussi il diminue le risque de résistance du virus. Donc c'est très important qu'on puisse aujourd'hui démarrer les traitements avec ce nouveau produit. C'est la France qui est à la manœuvre à travers son agence nationale de recherche contre le sida. Le programme vise à simplifier le traitement car, disent les experts, plus vite on est dépisté, mieux on est pris en charge. C'est très important pour les personnes atteintes par le VIH parce que ça permet aux personnes de ne jamais être malades et de ne pas transmettre la maladie. Donc c'est à la fois pour soi-même et pour les autres. Aujourd'hui, il y a des traitements qui existent en Europe et aux États-Unis qui sont mieux tolérés que les médicaments qui existent aujourd'hui, qui sont très efficaces, mais qui sont plus simples à prendre. Et aujourd'hui, le médicament qui fait l'enjeu de ce programme va être disponible au Cameroun. Lancé à l'ambassade de France à Yaoundé, en présence du ministre de la Santé publique, le dolutegravir sera expérimenté sur une période de 12 mois dans 3 hôpitaux de Yaoundé. L'hôpital central, l'hôpital de la garnison militaire et l'hôpital de district de la Cité verte. L'escale internationale de ce journal, je vous le disais en titre, c'est un autre coup dur
pour la Cour pénale internationale. Elle vient d'assister à l'annonce du retrait de la signature de la Russie du traité établissant la CPI. Le manque d'indépendance de cette Cour pénale internationale a été une fois de plus critiqué, cette fois-ci par la Russie. Des précisions dans ce reportage d'Éric Martial Ndjomo. Signataire du traité de Rome qui consacre la Cour pénale internationale, la Russie ne l'a jamais ratifié. C'est le cas de 31 autres pays, parmi lesquels Israël, les États-Unis et même le Cameroun. Ce qui théoriquement crée des nuances sur la qualité de membre de cette Cour. L'adhésion à la Cour pénale internationale est matérialisée par l'accomplissement d'une double formalité. La première formalité, c'est la signature du traité de Rome de 1998 par les États. Donc lorsque l'État a signé, c'est une première étape, c'est une première formalité. La deuxième formalité maintenant, c'est la ratification de ce traité par l'organe habilité à le faire dans l'État. Parce que chez nous au Cameroun, c'est l'Assemblée nationale. La position intermédiaire de la Russie et de nombreux autres pays signataires réduisait donc logiquement le champ d'intervention de la Cour sur ces pays. Lorsque vous avez signé, lorsqu'un État a signé et que le traité n'a pas encore été ratifié par l'organe compétent, il n'est pas encore formellement membre. Donc la Russie, pour répondre de manière spécifique à votre question, n'était pas encore membre de la Cour pénale internationale. La décision de Vladimir Poutine de retirer la signature du traité est motivée par le fait que la CPI considère la Crimée comme un territoire occupé et non une partie du territoire russe, et aussi par son manque d'indépendance. Pour le Kremlin, la CPI n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en elle. Avant la Russie, plusieurs autres pays avaient déjà contesté le traité de Rome en se retirant de la Cour pénale internationale. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Kenya et de la Gambie, entre autres. Nous y reviendrons en deuxième partie du journal avec Maître Denis Rosson-Fogué, avocat inscrit au barreau du Cameroun. Mais avant des publics reportages dans ce journal, l'excellence scolaire à Bangou, dans la région de l'Ouest, des meilleurs élèves et enseignants ont reçu des bourses scolaires et des primes d'encouragement pour leurs performances réalisées durant l'année écoulée. C'est une initiative de la Fondation Les Perles de Frévis. Reportage. Les généreuses femmes de la Fondation Les Perles de Frévis font germer pour la première fois les graines de l'excellence scolaire sur les terres de Bangou dans le département des Hauts-Plateaux. De nombreux meilleurs élèves des écoles primaires, lycées et collèges de cet arrondissement recevant des fournitures et bourses scolaires à l'esplanade de la chefferie supérieure Bangou. Pour une grande première dans ce village, le contentement est à son comble pour les élèves bénéficiaires. Cette journée a été formidable pour moi et je remercie la Fondation des Perles de Frévis. Je les remercie vraiment et que prochainement, je veux travailler pour que dans quelques années, je sois aussi comme eux. Je vais ici primer aussi les enfants. Dans l'extension de cette chaîne de solidarité, la Fondation Les Perles de Frévis récompense aussi les enseignants et chefs d'établissement pour leur dévouement dans la formation d'une jeunesse scolaire Bangou, aujourd'hui célébrée aux yeux du monde. Un coup de chapeau à Madame Jomo qui a bien voulu reconnaître l'effort de l'enseignant. Parce que surtout, nous reconnaissons que l'enseignant est celui-là qui relève le niveau de l'enfant, qui connaît mieux l'enfant et qui est avec lui 5 jours par semaine. Encore merci. Dans cet élan de générosité, la Fondation Les Perles de Frévis transporte aussi dans ses valises une table d'accouchement, du matériel complet de chirurgie, des lits et matelas de couchage, offerts au centre de santé tout à côté, qui jusque-là était sans équipements médicaux de base, utiles pour les premiers soins aux malades. Dans son discours de circonstance, le chef supérieur Bangou étale toute sa gratitude au nom de sa communauté ainsi honorée. Ce qui est bien plaît à tout le monde, et en tant que tel, nous venons de bénéficier de leur action et nous souhaitons que la Fondation multiplie davantage ailleurs pour que les autres aussi apprécient comme nous. Dans cette cérémonie, la Fondation Les Perles de Frévis n'en finit point avec les surprises. Une fois encore, elle offre du matériel constitué de porte-tout, roues, pulvérisateurs et des intrants agricoles aux laborieuses femmes rurales et autres associations paysannes de Bangou. Dans cette pluie de cadeaux et de dons, des groupes de danse traditionnels dans leur savoir-faire magnifient ces grands gestes de cœur, une façon à eux de dire merci aux femmes des Perles de Frévis.
De passage dans le coin, le ministre Jean-Claude Mbouenchou, invité surprise, rend une visite éclair de courtoisie pour encourager tous les membres de la Fondation Les Perles de Frévis. Pour cette première édition de l'excellence scolaire à Bangou, la présidente Yvette Nanandjomou et ses membres saluent les chantiers de développement engagés par la défunte maire de Bangou, Rosette Boutouang. Son époux remercie la Fondation Les Perles de Frévis d'avoir honoré la mémoire de la disparue à travers cette pose de la première pierre d'un établissement scolaire au quartier Ntop et qui portera à jamais le nom d'école primaire Rosette Boutouang. Président de la première édition de l'excellence scolaire à Bangou, le gouverneur de la région de l'Ouest apprécie l'initiative à sa juste valeur. Sur l'impulsion de sa présidente fondatrice soutenue par son président d'honneur, j'ai nommé le couple Nanandjomou France. En effet, déjà 6 ans que la Fondation Les Perles de Frévis existe et est implantée dans le Cameroun et dans la région de l'Ouest en particulier, à travers ses multiples actions et œuvres caritatives fort admirables. Dans cette vague de remerciements, les femmes Bangou ont eu leur mot à dire. Elle a le grand cœur, elle donne tous les jours. Et nous voulons lui montrer tout simplement que même si c'est une fleur qui se trouve dans le carton, qu'elle place cette fleur quelque part. Et elle comprend que telle qu'elle donne, elle mérite aussi qu'on lui donne. Même si on n'a pas la possibilité de donner plus que ça, mais c'est le geste qui compte. Auréolé des couronnes de remerciements tous azimuts. Pour toutes les actions des Perles de Frévis, sa présidente fondatrice félicite ses membres pour leur engagement aux côtés des démunis. Aux charitables dames de la Fondation, je dirais que vous êtes de véritables perles. Les perles de la solidarité et de l'espoir. Vous faites de ces récipiendaires des enfants, hommes et femmes, heureux à l'image de la fillette effigie de notre fondation. À mon illustre époux Francis Djomounana, qui a toujours mis en œuvre pour qu'ensemble nous partageons avec les nécessiteux la manne du ciel, d'où le slogan de notre fondation, tous ensemble pour les nécessiteux. Depuis 2010, des milliers de nécessiteux à travers le Cameroun ont déjà bénéficié des largesses de la Fondation Les Perles de Frévis. Soutenue par les laboratoires Biopharma et la marque Jumbo, la caravane de la solidarité poursuit donc son bonhomme de chemin à travers le pays. Ministre, vous qui êtes déjà là, l'éducation de base vous souhaite la bienvenue. Autre lieu de festivité où l'Union camerounaise de brasserie a choisi d'embraser les coins chauds de Douala où se retrouvent les consommateurs de cadibière. Les plus fidèles d'entre eux ont remporté de nombreux lots et d'importantes sommes d'argent mises en jeu au cours des campagnes de promotion de cette bière dans la ville de Douala. Reportage. Ici chez nous, il y a l'ambiance. Ambiance bon enfant des week-ends de Douala. La Kadjibière s'invite à la fête. La campagne promotionnelle de l'Union camerounaise des brasseries, UCB, lancée depuis le 3 octobre dernier, se veut plus proche des consommateurs de la bière 100% camerounaise. Kick-off, la fête avant la fête, slogan de la dite campagne, est un 3 en 1. Cette promotion 3 en 1 qui combine à la fois la célébration du football à travers la CAN féminine, qui combine non seulement la célébration de nos consommateurs dans leur consommation quotidienne et aussi la préparation de la fête. C'est la fête avant la fête. Vous avez vu certainement l'euphorie dans laquelle se sont retrouvés nos consommateurs ce soir. Depuis près d'un mois, la Kadjibière fait plusieurs gagnants et récompense la fidélité de ses consommateurs à travers une panoplie de lots, bouteilles gratuites, gadgets et kits scolaires, estampillés UCB et Kadjibière. Sans oublier les sommes de 25 000 et d'1 million de francs CFA. À l'endroit des gagnants des différents lots, l'Union camerounaise des brasseries matérialise la promesse. Tout part de l'achat et de la consommation d'une Kadjibière. Les élus du jour, après avoir découvert la surprise sous la capsule, se sont fait enregistrer à la direction générale ou dans un centre de distribution agréé pour les modalités avant la remise solennelle
du samedi 100 novembre 2016. 6 gagnants de la rondelette somme de 25 000 francs et 2 millionnaires. Grand moment d'émotion pour les heureux gagnants. Nous remercions ICB d'avoir gagné ce chèque de 1 million de francs CFA. Bon, ça me surprend tellement puisque je n'ai pas l'habitude. KJB est la meilleure bière du monde. La CAN commence très bien pour moi. Je suis très fier. La CAN féminine 2016 au Cameroun. Je suis très fier pour moi. À la grande satisfaction des organisateurs. Créée il y a 17 ans, la Kajibière, made in Cameroun, légère, fine et digeste, est réservée aux 21 ans et plus. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu dedans. Allez, remue la bouteille La Société Générale Cameroun offre un stade multisport entièrement rénové au foyer Saint-Nicodème à PK24, non loin de la ville de Douala. La cérémonie de rétrocession était présidée par l'administrateur directeur général de cette banque, qui a également remis un chèque de près de 5 millions à ce centre qui s'occupe des orphelins et des déshérités dans la capitale économique du Cameroun. Reportage. Les pensionnaires de la chaîne des foyers Saint-Nicodème disposent désormais d'un espace où ils peuvent pratiquer différentes activités sportives. Il s'agit d'un stade multisport entièrement rénové par la Société Générale Cameroun et la Fondation Société Générale, qui a été rétrocédée à la coordinatrice des foyers Saint-Nicodème par la Société Générale Cameroun. Cette action rentre en droite ligne du partenariat entre la chaîne des foyers Saint-Nicodème et la Société Générale Cameroun, qui consiste à soutenir des projets associatifs utilisant la pratique sportive ou la pratique culturelle en faveur de l'éducation et de l'insertion des personnes en difficulté. Cet élan de cœur est une répétition de ce que nous avons déjà fait depuis 2010. Donc en fait, ce n'est pas une nouveauté, c'est une perpétuation. Et on est assez fiers de s'inscrire dans la durée parce qu'on parle d'enfants et l'éducation d'un enfant, ça se construit au fil des années et c'est pas quelque chose qu'on fait un an puis on disparaît. Donc cette année, nous avons aidé à la rénovation de ce terrain qui là est très beau. Nous continuerons avec des initiatives régulières auprès du foyer Saint-Nicodème. La pratique du sport comme moyen d'insertion, c'est le credo de ces gestes de cœur de la Fondation d'entreprise Société Générale à la chaîne des foyers Saint-Nicodème. En plus de ce stade multisport rénové, la remise d'un chèque d'environ 5 millions de francs CFA sera la cerise sur le gâteau, de quoi remplir d'allégresse les heureux récipiendaires qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leurs bienfaiteurs. Nos jeunes avaient besoin d'un terrain de sport et là je crois que la société y a mis le prix. Et on peut dire merci à la Société Générale d'avoir construit ce stade. Je suis joyeux parce que auparavant, on n'avait pas un stade pareil. Et nous disons merci à la Société Générale d'avoir contribué que ce stade doit être construit. Le foyer Saint-Nicodème de PK24 est un cadre qui permet aux jeunes en difficulté d'avoir une seconde chance dans la vie. Ils viennent au foyer pendant quelques mois, peut-être une année ou plus, mais bien plus, pour se couper de la rue, pour se couper de la drogue, pour se couper du vol, pour se couper un petit peu de tout ce qui peut les nuire, vous voyez, de ne pas de redevenir des hommes. Et lorsque le jeune a réintégré un peu sa vie, il demande d'aller à l'école s'il est encore en âge scolaire. Engagée dans la société civile depuis plusieurs décennies, la Société Générale mène une politique de mécénat articulée principalement autour de 3 thèmes, notamment l'insertion professionnelle, le sport et la culture. La Société Générale, dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de l'entreprise mondiale, a une fondation qui participe à différentes œuvres à travers le monde. À cela, c'est ajouté la contribution de Société Générale Cameroun. Donc c'est la somme de ces 2 contributions qui nous a amené à verser ce chèque aujourd'hui. Un match d'exhibition de basket entre les enfants des foyers Saint-Nicodème et les collaborateurs de Société Générale Cameroun a mis un terme à cette cérémonie de rétrocession du stade multisport de PK24. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Denis Rosson-Foguet. Bonsoir.
Bonsoir, M. Noufelé. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun et vous avez suivi, comme toute la planète, l'annonce du retrait de la signature russe sur le traité établissant la Cour pénale internationale. Quel est le mécanisme lorsqu'un État signataire souhaite se retirer de cette Cour pénale internationale? Oui, M. Noufelé, pour répondre à votre question, il faut indiquer que le statut de Rome, signé en 1998, comme l'a dit mon excellent confrère dans le cadre du reportage, prévoit effectivement les mécanismes de retrait d'un État signataire. Il est question pour la Russie, qui l'a annoncé, d'adresser une notification aux Nations Unies, au secrétariat général, ou du moins au secrétaire général des Nations Unies, pour matérialiser justement cette annonce qui a été faite par la voie médiatique. Et lorsque cette notification arrive ou est reçue par le secrétariat général, vous avez un an, c'est-à-dire que c'est après un an à compter de la date de la réception de cette notification qui a prise d'effet. Donc pendant cette durée d'un an, s'il y avait des enquêtes ouvertes, ces enquêtes continuent de suivre leur cours. Justement, il y a une enquête qui a été ouverte par la CPI sur les crimes commis durant la brève guerre russo-géorgienne de 2008. Et là, la Russie, Moscou estime qu'il y a un manque d'indépendance de la CPI. C'est le même reproche qui a été fait par de nombreux pays africains. L'hémorragie est bien plus profonde que l'on ne pense dans le cadre de la CPI. Oui, M. Noufelé, c'est bien vrai, mais vous savez, les traités pour venir au langage juridique trivial, c'est un contrat. C'est un contrat dont les parties signent et adhèrent. À partir du moment où vous avez signé, il y a des conditions pour le retrait. Vous pouvez sortir. Mais seulement, je veux dire, il y a un ensemble d'obligations qui est mise à la charge des différentes parties. Donc, lorsque l'enquête est ouverte et vous estimez que le tribunal n'est pas indépendant, vous êtes libre de vous retirer, mais vous vous retirez en respectant également les règles de procédure édictées par le statut de Rome. Mais on observe qu'il y a déjà, avant la Russie, 3 ou 4 pays africains ont annoncé également leur retrait de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, la Russie qui vient asséner ce que la presse internationale qualifie de coup dur à l'endroit de la CPI, déplorer son manque d'indépendance par l'une des plus grandes puissances mondiales. Comment vous réagissez face à cette nouvelle critique qui vient cette fois-ci d'un pays comme la Russie? Oui, M. Noufelé, c'est ce que vous dites, vous avez raison. Et puis la Russie a certainement raison sur le manque d'indépendance. Parce que, voyez-vous, on vous indique dans le statut de Rome que soit sa saisine peut s'opérer de 3 manières. C'est-à-dire par l'État, par l'État parti, soit par le Conseil de sécurité, ou alors par madame le procureur, ou non, par le procureur, actuellement c'est une dame, Fatou Bensouda, qui est un confrère. Donc, soit par le procureur de la République qui ouvre de sa propre initiative une enquête qui devra l'amener à établir s'il y a l'existence d'un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Et c'est là, justement, à partir de ces procédures qui sont enclenchées par la Cour pénale internationale, qu'il y a le plus grand nombre de critiques. Il y a l'organisation Human Rights Watch qui a critiqué la CPI pour sa partialité dans la gestion de l'affaire des crimes qui sont survenus lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Jusqu'ici, selon cette organisation internationale, seul le camp Gbagbo a été interpellé et fait l'objet d'un procès devant la CPI, alors que l'autre camp, qui était également impliqué dans ces violences sanglantes post-électorales, jusqu'ici n'est pas inquiété. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que soit l'État de Côte d'Ivoire, vous voyez bien que c'est M. Ouattara qui est au pouvoir, il ne va pas lui-même, parce qu'on vous a dit que c'est soit l'État parti qui saisit la CPI, soit Madame le procureur se saisit elle-même de l'enquête. Maintenant, M. Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, ne va pas se dénoncer lui-même. Il faudrait qu'un autre dirigeant arrive pour saisir la CPI sur les exactions créées par le camp. Mais la procureure mène des enquêtes et on suppose que la Cour pénale internationale est une justice indépendante qui, en toute impartialité, doit justement pouvoir déceler que dans une enquête qu'elle mène, il y a des responsabilités de part et d'autre. Et le sentiment
qu'ont de nombreux pays africains aujourd'hui et qui sont rejoints par la Russie, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance dans les procédures qui sont enclenchées. Comment expliquer cette situation-là? Oui, moi je pense que cette situation s'explique simplement par la guerre des intérêts. C'est un jeu qui tourne autour des intérêts. Vous savez, la CPI fonctionne avec les finances des différents États partis. Alors, lorsque vous êtes au pouvoir et que vous devez contribuer au fonctionnement de la CPI, si on vous attaque ou si on vous muselle, du coup, vous pouvez freiner votre contribution financière, ce qui va fragiliser effectivement le fonctionnement de la CPI. Et en plus, cette indépendance cette indépendance de la CPI que l'on décrit aujourd'hui est due au fait de la guerre des intérêts. Nous avons les puissants du monde qui essaient de manipuler les différents dirigeants africains de part et d'autre. Donc aujourd'hui, selon que vous êtes proche d'un gendarme du monde ou des États-Unis ou de la Russie, vous verrez que des enquêtes ne seront pas facilement ouvertes. Il faut justement préciser dans ce cas-là que la Russie avait donné son veto lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies voulait saisir la CPI pour des soupçons de crimes contre l'humanité du côté de la Syrie. Voilà. Donc vous voyez le mécanisme, on revient donc au mécanisme au moyen de saisine de cette juridiction. Je vous ai dit tantôt que le Conseil de sécurité pouvait également. Mais étant donné qu'il y a le mécanisme de veto au sein du Conseil des Nations Unies, on se retrouve donc face à cette difficulté par rapport au jeu des intérêts, qu'il y a par rapport avec les différents États. C'est-à-dire que votre proximité avec un État qui est certainement impuissant ou un gendarme verra freiner ou verra utiliser son veto. Alors pour empêcher comment faire maintenant en quelques secondes, comment faire pour les Africains qui ont soif de justice et qui estiment aussi, et ils sont nombreux ceux-là, qui estiment que les juridictions nationales africaines n'arrivent pas en toute impartialité à pouvoir justement juger dans le respect des lois en vigueur les coupables des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et ceux-là qui continuent de s'aimer le malheur, la désolation en Afrique? Non, je pense simplement que nous devons, en principe, quand j'ai dit nous devons, ça veut dire que l'ensemble des États signataires du traité, du statut de Rome, devraient, en conformité avec le même statut, faire une relecture de ce texte et essayer, tant bien que faire se peut, comment dirais-je, est-ce qu'il est évident de pouvoir concilier, de pouvoir réformer la CPI dans ce contexte où de nombreux pays ne font que partir? Est-ce que ça ne va pas, l'hémorragie ne va pas s'aggraver? L'hémorragie va certainement s'aggraver parce que, vous voyez, étant donné que c'est un contrat où il y a une adhésion, il y a une signature et ensuite une ratification. Plusieurs États signataires ne l'ont pas ratifié, parmi lesquels le Cameroun. Donc vous voyez, lorsque ce retrait s'annonce, cela vient fragiliser et décrédibiliser l'institution qui risque de mourir de sa propre mort. Donc, pour que cette institution survive, surtout que dans notre continent africain, nous vivons au quotidien les dictatures. Donc, pour que les citoyens ou nos concitoyens africains qui arrivent au pouvoir ne soient pas tentés à commettre des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, il faudrait bien que cette institution subsiste. Mais subsiste, il faudrait donc qu'on édicte d'autres règles qui devraient conforter, qui soient respectées par tous et qui devraient conforter l'indépendance de ceux qui exercent. Merci, Maître Denis Rossan-Fogué, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames et